Toc, toc. Le bruit était si faible que Lily a failli ne pas l'entendre. Elle a levé les yeux de son livre de coloriage. Sa petite main s'est figée en plein mouvement. Le crayon rouge était suspendu au-dessus du papier. L'appartement était calme, trop calme. Dehors, le vent hurlait dans les rues de Brooklyn, charriant avec lui le froid glacial d'une nuit de février. Toc, toc, toc. Cette fois, Lily en était certaine. Quelqu'un était à la porte. Elle a jeté un œil à l'horloge sur le mur. La petite aiguille indiquait 11. La grande aiguille indiquait 12. 11 heures. Maman ne rentrerait pas avant le matin. Elle travaillait de nuit à l'hôpital, laissant Lily seule avec un bol de restes de riz, une porte verrouillée et une règle qui comptait plus que toutes les autres. Ne jamais ouvrir la porte aux inconnus. Lily a posé son crayon et a glissé de sa chaise. Ses pieds nus ont touché le plancher de bois froid et elle a frissonné légèrement en traversant le petit salon. L'appartement n'était pas grand-chose. Un canapé usé, une cuisine minuscule, une chambre qu'elle partageait avec sa mère, mais c'était son foyer. C'était un lieu sûr. On a frappé de nouveau, plus faiblement cette fois, presque désespérément. Le cœur de Lily a commencé à battre plus vite. Elle s'est approchée de la porte lentement, prudemment, comme une souris s'approche d'un piège qu'elle ne comprend pas tout à fait. Quand elle l'a atteinte, elle s'est mise sur la pointe des pieds et a collé son œil contre le Judas. Ce qu'elle a vu lui a coupé le souffle. Un garçon, à peu près de son âge, peut-être un peu plus vieux. Il se tenait dans le couloir, mais à peine. Son corps oscillait comme une feuille dans le vent. Ses vêtements semblaient chers, le genre de vêtements que Lily voyait dans les vitrines des magasins, mais ne touchait jamais. Mais maintenant, ils étaient déchirés, en lambeaux, sales et tachés de quelque chose de sombre. Du sang. Il y avait du sang sur son visage. Le garçon a levé la main et a frappé à nouveau. Ses jointures ont laissé une petite traînée rouge sur la porte. Lily a reculé. Son esprit s'emballait. Maman a dit de ne jamais ouvrir la porte. Maman a dit que les inconnus pouvaient être dangereux. Maman a dit, mais maman a aussi dit autre chose. Elle le disait tous les soirs avant de partir au travail, en l'abordant dans son lit et en l'embrassant sur le front. Si quelqu'un a besoin d'aide, vraiment besoin d'aide, tu l'aides. C'est ce que font les bonnes personnes. Lily a regardé la porte, puis le téléphone sur la table, puis de nouveau la porte. La voix du garçon est parvenue à travers la porte, faible et brisée. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils arrivent. La main de Lily tremblait en attrapant le verrou. Elle l'a tourné. Le déclic a résonné dans l'appartement silencieux. Puis elle a ouvert la porte. Le garçon est resté là un instant, ses yeux rencontrant les siens. Ils étaient remplis de peur, une peur pure, brute, le genre de peur qui ne fait pas semblant. « Aidez-moi » a-t-il chuchoté. Puis ses jambes ont flanché et il s'est effondré en avant sur le seuil. Lily n'a pas réfléchi. Elle a attrapé son bras et a tiré. Il était plus lourd qu'elle ne s'y attendait, mais elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Elle l'a traîné à l'intérieur, ses chaussures laissant des traces humides sur le sol, son sang laissant de petites gouttes comme des miettes de pain. Une fois qu'il a été à l'intérieur, elle a claqué la porte, l'a verrouillée, puis l'a verrouillée à nouveau avec la chaîne. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Dehors, le vent continuait de hurler. Quelque part au loin, un moteur de voiture a vrombé puis s'est estompé. Lily a baissé les yeux vers le garçon sur son sol. Il tremblait, ses yeux étaient fermés. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration courte et irrégulière. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas d'où il venait. Elle ne savait pas pourquoi il y avait du sang sur son visage ni qui le poursuivait. Mais elle savait une chose. Il avait besoin d'aide. Et Lily Chen n'était pas le genre de fille à tourner le dos à quelqu'un qui avait besoin d'aide. Lily s'est agenouillée à côté du garçon, ses genoux pressés contre le sol froid. Elle l'a étudié attentivement, de la même manière que sa mère étudiait les patients quand ils arrivaient aux urgences. Sa veste était en laine épaisse, du genre qui coûtait plus que leur loyer mensuel. Ses chaussures étaient en cuir, cirées mais maintenant éraflées et couvertes de boue. Tout en lui criait la richesse. Mais la richesse ne pouvait pas empêcher le sang de couler. Une profonde entaille traversait son front, juste au-dessus de son sourcil gauche. Une autre blessure s'étendait le long de son avant-bras, visible à travers la manche déchirée de sa chemise. Le sang avait commencé à sécher à certains endroits, mais à d'autres,
Il brillait encore sous la faible lumière de l'appartement. Lily a tendu la main et a doucement touché son épaule. Les yeux du garçon se sont ouverts d'un coup. En un instant, il a reculé en rampant, son dos heurtant le mur. Il a levé les mains devant son visage et tout son corps tremblait comme un animal acculé. Non, non, s'il vous plaît, ne, hé. Lily a levé les deux mains, paumes ouvertes, montrant qu'elle ne lui voulait aucun mal. C'est bon, je ne vais pas te faire de mal. Le garçon la fixait, la poitrine haletante. Ses yeux parcouraient la pièce, cherchant des menaces, des sorties, n'importe quoi de familier. Il n'a rien trouvé. Où? Où suis-je? Sa voix s'est brisée. Dans mon appartement, a dit doucement Lily. Tu as frappé à ma porte. Tu ne te souviens pas? Le garçon a cligné lentement des yeux. La panique dans son regard a commencé à s'estomper, remplacée par la confusion, puis la reconnaissance. J'ai couru, a-t-il chuchoté. Je n'ai pas arrêté de courir. J'ai vu une lumière. C'était ma fenêtre, a dit Lily. Maman laisse toujours la lampe allumée quand elle travaille tard. Le garçon a légèrement baissé la main. Il tremblait encore, mais moins violemment qu'avant. Comment tu t'appelles? A demandé Lily. Il a hésité. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte. Marco. A-t-il finalement dit? Juste Marco. Pas de nom de famille. Je m'appelle Lily. Elle a offert un petit sourire. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Marco? Son visage s'est assombri. La peur est revenue, mais cette fois mêlée à autre chose. Quelque chose de plus lourd. J'ai été enlevé, a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Des hommes méchants. Ils m'ont attrapé après l'école, m'ont mis dans une voiture. Il a dégluti difficilement. Je me suis échappé par une fenêtre. J'ai juste continué à courir. Les yeux de Lily se sont écarquillés. Enlevé, comme dans les films, comme dans les reportages que sa mère zappait toujours. Il faut appeler quelqu'un, a dit rapidement Lily. Ta mère, ton père? Marco a secoué la tête. Ils ont pris mon téléphone. Je n'ai rien. Lily a réfléchi un instant, puis elle s'est levée et s'est dirigée vers la petite table près du canapé. Elle a pris son vieux téléphone, celui avec l'écran fissuré et les autocollants délavés au dos. Tiens, a-t-elle dit en le lui tendant. Utilise le mien. Marco a pris le téléphone avec des doigts tremblants. Il l'a regardé comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Merci, a-t-il soufflé. Mais Lily était déjà en mouvement. Elle a traversé la pièce jusqu'à l'armoire de la cuisine et a sorti la trousse de premier secours de sa mère, la boîte blanche avec la croix rouge que maman gardait toujours bien remplie. D'abord, laisse-moi nettoyer tes blessures, a-t-elle dit en s'agenouillant à nouveau à côté de lui. Maman m'a appris comment faire. Elle est infirmière. Marco a grimacé quand elle a pressé une boule de coton imbibée d'antiseptique contre son front. La piqûre lui a fait serrer la mâchoire, mais il n'a pas pleuré. Lily l'a remarqué. Il essayait très fort d'être courageux. C'est normal de pleurer, a-t-elle dit doucement. Je ne le dirai à personne. Marco l'a regardé. Pendant un instant, son masque est tombé. Elle a vu le petit garçon effrayé en dessous, mais il a secoué la tête. Je ne peux pas. Lily n'a pas insisté. Elle a fini de nettoyer la blessure et a soigneusement appliqué un pansement, exactement comme sa mère le lui avait montré. Puis, elle est sortie à son bras, répétant le processus avec des mains douces et fermes. Quand elle a eu fini, Marco a levé le téléphone. Ses doigts tremblaient en composant un numéro de mémoire. L'écran a clignoté. Batterie, 3%. Marco a pressé le téléphone contre son oreille. Ça a sonné une fois, deux fois, puis une voix a répondu. Papa. La voix de Marco s'est brisée. Papa, c'est moi. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse surplombant Manhattan, un autre genre de silence remplissait la pièce. Dominic Rousseau se tenait au bout d'une longue table en acajou. Ses mains étaient à plat sur la surface polie, ses jointures blanches sous la pression. Autour de lui étaient assis 12 hommes, chacun puissant à sa manière, chacun terrifié par l'homme qui se tenait devant eux. Personne ne parlait. Personne n'osait. Le visage de Dominic était taillé dans la pierre. Sa mâchoire était serrée, ses yeux sombres et impénétrables. Il portait un costume noir parfaitement ajusté. Tout en lui irradiait le contrôle, l'autorité, le danger. Mais à l'intérieur, il brûlait. 6 heures, a-t-il dit, sa voix basse et froide. Mon fils a disparu depuis 6 heures.
et aucun de vous ne l'a trouvé. Les hommes se sont agités inconfortablement sur leur siège. L'un d'eux, un homme corpulent nommé Bruno, s'est éclairci la gorge. Patron, on a tous nos hommes dans les rues. On a vérifié les entrepôts, les quais, les... Je ne veux pas d'excuses. La voix de Dominique a fendu l'air comme une lame. Je veux mon fils. Silence à nouveau. Dominique s'est tourné vers la fenêtre. La ville s'étendait sous lui, des millions de lumières scintillant dans l'obscurité. Quelque part là-bas, Marco était seul, effrayé, peut-être blessé, peut-être pire. Cette pensée a fait se tordre quelque chose dans sa poitrine, un sentiment qu'il s'autorisait rarement à reconnaître. La peur. Il avait bâti un empire à partir de rien. Il avait écrasé des rivaux, survécu à des trahisons, traversé le feu sans broncher. Les hommes chuchotaient son nom avec crainte. Les gouvernements faisaient semblant qu'il n'existait pas. Il contrôlait la moitié des opérations clandestines de la côte Est, mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant, car son fils avait disparu. Son téléphone a vibré sur la table. Dominique y a jeté un œil. Numéro inconnu. Normalement, il l'ignorerait. Les numéros inconnus ne signifiaient rien pour un homme comme lui. Mais ce soir n'était pas une nuit normale. Il a pris le téléphone et a répondu. Pendant un instant, il n'y a eu que des grésillements, puis une respiration, courte, irrégulière, puis une voix. Papa. Le cœur de Dominique s'est arrêté. Papa. C'est moi. La pièce a semblé basculer. Dominique s'est agrippé au bord de la table, ses jambes menaçant de céder. Sa voix, quand elle est venue, ne ressemblait en rien au ton froid et contrôlé que ces hommes connaissaient. Marco. Elle est sortie brisée, désespérée. Marco. C'est bien toi? Où es-tu? Tu es blessé? Les hommes autour de la table le fixaient. Ils n'avaient jamais vu leur patron comme ça. Jamais entendu sa voix se briser. Jamais vu ses mains trembler. Papa. Je me suis échappé. La voix de Marco était faible, à peine un murmure. J'ai couru. J'ai trouvé une maison. Une fille m'a aidé. Où? Marco, dis-moi où tu es. Je ne connais pas l'adresse, mais la fille... Des grésillements ont crépité sur la ligne. Marco? Marco? Puis une autre voix, plus aiguë, plus jeune, une petite fille. Monsieur, le téléphone est en train de mourir. Nous sommes au numéro 47. Puis la ligne s'est coupée. Dominique a fixé le téléphone dans sa main. L'écran était noir, silencieux. Pendant 3 secondes, personne n'a bougé. Puis Dominique a explosé de mouvement. 47, a-t-il dit, sa voix tranchante comme l'acier. Trouvez toutes les adresses avec le numéro 47 à Brooklyn. Chaque rue, chaque immeuble, chaque appartement. Je veux des hommes à chacune d'entre elles dans l'heure. Bruno s'est levé immédiatement. Patron, ça pourrait être des centaines d'endroits, alors cherchez dans des centaines d'endroits. Dominique a frappé du poing sur la table. Le son a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Mon fils est là dehors. Une petite fille le protège alors qu'aucun de vous n'a pu le faire. Trouvez-les, maintenant. Les hommes se sont dispersés comme des feuilles dans une tempête. Dominique est resté debout, seul, le téléphone mort toujours serré dans sa main. Sa poitrine se soulevait, son esprit s'emballait. Une fille, une inconnue. Elle avait accueilli son fils quand il n'avait nulle part où aller. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas son visage, mais il la trouverait. Et quand il le ferait, il rembourserait cette dette, peu importe le coût. L'écran du téléphone est devenu noir. Lily l'a regardé un instant, puis a regardé Marco. Son visage était devenu pâle, plus pâle qu'avant. Sa main tenait toujours le téléphone mort, ses doigts tremblants. « Il est mort », a-t-il murmuré. « Je n'ai pas fini de lui dire où nous sommes. » Lily a pris doucement le téléphone de sa main et l'a mis de côté. « Ce n'est pas grave », a-t-elle dit. « Tu lui en as assez dit, il t'a entendu, il sait que tu es en sécurité. » Marco a secoué la tête. « Mais s'il ne me trouve pas, et il te trouvera. » La voix de Lily était calme, stable, le genre de calme qui n'avait pas de sens pour une fille de 7 ans seule au milieu de la nuit avec un étranger en sang. Les papas trouvassent toujours leurs enfants. C'est ce qu'ils font. Marco l'a regardé. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de plus vieux que son âge. Il ne comprenait pas, mais cela lui a fait sentir un peu moins peur. Lily s'est levée et s'est dirigée vers la cuisine. L'appartement était assez petit pour qu'elle puisse voir Marco de n'importe où. Elle a ouvert une armoire et a sorti un paquet de nouilles instantanées. « Tu as faim ?» a-t-elle demandé.
L'estomac de Marco a répondu pour lui, un gargouillement bruyant qui a résonné dans la pièce silencieuse. Lily a presque souri. Je vais prendre ça pour un oui. Elle a rempli une petite casserole d'eau et l'a placée sur la cuisinière. La flamme bleue a vacillé, projetant des ombres dansantes sur le mur. Pendant que l'eau chauffait, elle a attrapé un bol, une paire de baguettes et une cuillère. Maman dit qu'il faut manger pour avoir de la force, a expliqué Lily, même quand on a peur. Surtout quand on a peur. Marco l'a regardée se déplacer dans la cuisine. Elle était petite, plus petite que lui, mais elle se déplaçait avec détermination, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait, comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Quelques minutes plus tard, elle a placé un bol de nouilles fumant devant lui. Marco n'a hésité qu'une seconde, puis il a attrapé les baguettes et a commencé à manger. Il ne se souciait pas des manières ou des apparences. Il a enfourné les nouilles dans sa bouche aussi vite qu'il le pouvait, mâchant à peine avant d'avaler. La chaleur s'est répandue dans sa poitrine, son estomac, tout son corps. Il n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. Cela semblait être il y a une éternité. Lily s'est assise en face de lui sur le sol, les jambes croisées, le menton posé sur ses mains. « Qui t'a enlevé ?» a-t-elle demandé doucement. Marco s'est figé en pleine bouchée. Ses yeux sont tombés sur le bol. « Je ne peux pas te le dire. Pourquoi pas? Mon père dit que je ne suis pas censé parler à personne de son travail. » Lily a penché la tête. « Quel genre de travail? » Marco a posé les baguettes. Il a regardé les nouilles flottant dans le bouillon, la vapeur s'élevant d'entre elles comme un rideau. « Un travail dangereux, a-t-il finalement dit, le genre qui donne envie aux gens de nous faire du mal. » Lily n'a pas répondu tout de suite. Elle a retourné les mots dans son esprit, essayant de comprendre. Sa mère travaillait dans un hôpital. C'était un travail difficile, mais pas dangereux, pas du genre à faire enlever des enfants. « Je ne comprends pas vraiment, » a-t-elle admis. « Mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas à expliquer. » Marco l'a regardé. La plupart des enfants auraient insisté pour en savoir plus. La plupart des enfants auraient eu peur de lui après avoir entendu ça. Mais Lily est restée assise là, patiente et imperturbable, comme s'il lui avait dit que son père travaillait dans une épicerie. « Tu es bizarre, » a dit Marco. Lily a haussé les épaules. « Maman dit que je suis spécial. » Pour la première fois cette nuit-là, Marco a presque ri. Lily s'est levée et a pris une couverture sur le canapé. Elle était vieille et usée, avec de petites fleurs brodées le long des bords. Elle l'a drapée sur les épaules de Marco. « Tu devrais te reposer, » a-t-elle dit. « Ton père arrive. Tu dois être fort quand il sera là. » Marco a resserré la couverture autour de lui. Elle sentait le savon et autre chose, quelque chose de chaud, comme la maison, mais différent. Il a regardé autour de l'appartement. C'était minuscule. Les meubles étaient vieux, les murs étaient fissurés, et le chauffage faisait un bruit de cliquetis étrange. Ce n'était en rien comparable à sa maison, avec ses sols en marbre et ses lustres en cristal, et des pièces où il n'avait même jamais mis les pieds. Mais d'une manière ou d'une autre, cet endroit semblait plus sûr. Ses paupières sont devenues lourdes. La chaleur de la nourriture, la douceur de la couverture, la présence silencieuse de la fille à côté de lui, tout cela pesait sur lui comme un poids doux. « Lily, a-t-il murmuré, sa voix s'estompant. « Ouais, merci. » Elle a souri, bien qu'il ne puisse plus le voir. Ses yeux s'étaient déjà fermés. « De rien, Marco. » Les rues de Brooklyn n'étaient jamais vraiment calmes, même à 2 heures du matin. Il y avait toujours une sirène lointaine, un chat errant renversant une poubelle, un ivrogne rentrant d'un bar tard dans la nuit. Mais ce soir, le bruit venait de quelque chose de complètement différent. Des vieux as noirs sont entrés dans la ruelle étroite comme un cortège funèbre. L'un après l'autre, ils ont rempli la rue, leurs phares fendant l'obscurité comme des projecteurs. Les moteurs grondaient bas et réguliers, un son qui vibrait à travers les murs de chaque bâtiment du quartier. Les fenêtres ont commencé à s'allumer. Les rideaux se sont écartés. Des visages sont apparus derrière des vitres embuées, les yeux écarquillés de confusion et de peur. Personne dans ce quartier n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Madame Patterson, au premier étage, a serré son chapelet et a murmuré une prière. Le vieux Monsieur Kim, de l'autre côté de la rue, a éteint sa lampe et a fait semblant de dormir. Un jeune couple au 2e étage a serré leur bébé plus près et a verrouillé la porte de leur chambre. Ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils en savaient assez pour rester à l'intérieur. Le véhicule de tête s'est arrêté juste devant le bâtiment numéro 47.
Le moteur s'est éteint. Pendant un instant, rien n'a bougé, puis la porte s'est ouverte. Dominic Rousseau est sorti dans l'air froid de la nuit. Il portait un long manteau noir qui lui tombait sous les genoux, le col relevé contre le vent. Ses chaussures ont cliqué sur le trottoir alors qu'il se tenait là, inspectant le bâtiment devant lui. Son visage ne trahissait rien, aucune émotion, aucune urgence, aucun soulagement, juste une concentration froide et calculée. Derrière lui, des hommes sont sortis des autres véhicules. Ils se déplaçaient en silence, prenant position autour du bâtiment, surveillant les toits, scrutant les ombres. Des professionnels jusqu'au dernier. Bruno s'est approché du deuxième bus. Son souffle formait des nuages dans l'air glacial. « Troisième étage, patron, a-t-il dit doucement. Appartement 3B, c'est celui-là. Dominic n'a pas répondu. Il a simplement levé les yeux vers le bâtiment. 3 étages de briques vieillissantes et d'escaliers de secours rouillés, de la peinture s'écaillant des cadres de fenêtres, un endroit que la plupart des gens dépasseraient sans un second regard. Mais quelque part à l'intérieur, son fils attendait. Dominic s'est dirigé vers l'entrée. Il n'a pas couru. Il ne s'est pas précipité. Chaque pas était mesuré, délibéré, lourd de sens. Les hommes se sont écartés devant lui comme l'eau devant un navire. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Il l'a poussée et est entré dans un couloir étroit. L'odeur de vieille lemquette et d'huile de cuisson a rempli ses narines. Une seule ampoule vacillait au-dessus, projetant une lumière inégale sur les murs tachés. Il a monté les escaliers. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Ses pas résonnaient dans le silence. Derrière lui, 2 de ses hommes suivaient à une distance respectueuse, les mains dans leurs manteaux, prêts à tout. Dominic s'est arrêté devant l'appartement 3B. Il est resté là un instant, à écouter. À travers la porte mince, il pouvait entendre une respiration, douce, rythmée, la respiration d'enfant endormi. Quelque chose a bougé dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Il a levé la main et a frappé, non pas le coup dur et exigeant d'un homme habitué à ce qu'on lui ouvre les portes, mais quelque chose de plus doux, presque prudent. À l'intérieur de l'appartement, les yeux de Lily se sont ouverts d'un coup. Elle s'était endormie dans le fauteuil à côté du canapé, son petit corps recroquevillé comme un chat. Marco était allongé à côté d'elle sur le canapé, toujours enveloppé dans la couverture à fleurs. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme paisible. On a frappé à nouveau. Le cœur de Lily a sursauté. Elle a glissé du fauteuil, ses pieds touchant le sol froid. Lentement, silencieusement, elle s'est approchée de la porte. Elle s'est souvenue des mots du garçon. Des hommes méchants. Ils m'ont attrapé. Et s'ils l'avaient trouvé? Et s'ils étaient venus ici? Lily a collé son œil contre le Judas, retenant son souffle. Un homme se tenait dans le couloir, grand, aux épaules larges. Son visage était net, anguleux, avec des yeux qui semblaient percer l'obscurité. Il était tout de noir vêtu, et derrière lui, elle pouvait voir les ombres d'autres hommes qui attendaient dans les escaliers. Il ne ressemblait pas à un père. Il ressemblait à quelque chose sorti d'un cauchemar. La main de Lily a plané au-dessus du verrou, son cœur battant contre ses côtes. Lily n'a pas bougé sa main vers le verrou. Au lieu de cela, elle a fait un petit pas en arrière et a parlé à travers la porte. Sa voix était stable, plus forte qu'elle n'aurait dû l'être pour une fille de sa taille. « Qui êtes-vous » De l'autre côté, Dominic a cligné des yeux. Il s'était attendu à beaucoup de choses, à la résistance d'ennemis, à des obstacles d'inconnus, peut-être même à un adulte effrayé refusant d'ouvrir, mais pas à ça, pas à la voix d'un enfant, calme et interrogatrice, comme s'il était un vendeur interrompant le dîner. « Je suis le père de Marco », a-t-il dit. « Ouvrez la porte. » Une pause. Puis la voix à nouveau. « Comment savoir que vous dites la vérité ?» Derrière Dominic, Bruno s'est agité inconfortablement. Il avait vu son patron négocier avec des seigneurs du crime, intimider des politiciens et faire taire des hommes d'un seul regard, mais il n'avait jamais vu personne, encore moins un enfant, questionner Dominic Rousseau de cette manière. La mâchoire de Dominic s'est crispée. Sa main s'est serrée en un poing à son côté, puis s'est lentement détendue. « Mon fils s'appelle Marco », a-t-il dit, sa voix contrôlée. Marco Anthony Rousseau. Il est né le 15 septembre. Il a 8 ans. Sa couleur préférée est le bleu. Il déteste les brocolis, mais fait semblant d'en manger quand je regarde.
Il dort avec une veilleuse parce qu'il a peur du noir, mais ne l'admettra pas. Silence de l'autre côté. Dominic a attendu. Il n'était pas un homme patient. Chaque seconde semblait une heure. Chaque respiration semblait une bataille. Mais il n'a pas frappé à nouveau. Il n'a pas exigé. Il n'a pas menacé. Parce que quelque part de l'autre côté de cette porte, son fils était vivant. Et cette petite fille, qui qu'elle soit, l'avait gardé en sécurité. Lily se tenait figée dans le couloir, traitant ses paroles. Les détails étaient spécifiques, trop spécifiques pour quelqu'un qui mentait. Elle le savait, elle le comprenait, mais la voix de maman résonnait dans sa tête. Les mauvaises personnes peuvent être très convaincantes, Lily. Elles apprennent des choses sur toi. Elles font semblant d'être gentilles. C'est comme ça qu'elles te font confiance. Elle a de nouveau collé son œil contre le Judas. L'homme se tenait parfaitement immobile, son visage illisible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant. Quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Cela ressemblait à de la peur. Pas le genre de peur qui vous fait courir, mais le genre qui vous serre le cœur quand vous aimez quelqu'un et que vous ne savez pas s'il va bien. Lily avait déjà vu ce regard. Sur le visage de sa mère, quand Lily était tombée malade l'hiver dernier et que la fièvre ne voulait pas baisser. Pourtant, elle a hésité. « Si vous êtes vraiment son père, a-t-elle dit lentement, alors pourquoi a-t-il été enlevé? » Les mots ont atterri comme des pierres jetées dans une eau calme. Dominic n'a pas répondu immédiatement. Sa gorge s'est serrée. Ses mains, habituellement si fermes, tremblaient légèrement à ses côtés. C'était une question qu'il s'était posée 1000 fois au cours des 6 dernières heures. Une question qui n'avait pas de bonne réponse. Une question qui coupait plus profondément que n'importe quel couteau. Pourquoi? À cause de qui il était, à cause de ce qu'il avait construit. Parce que son empire, son pouvoir, son héritage avait mis une cible sur la seule personne qu'il aimait plus que la vie elle-même. Il a ouvert la bouche pour répondre, bien qu'il ne sût pas ce qu'il allait dire. Mais avant que des mots ne puissent sortir, une autre voix a brisé le silence. « Papa ?» Elle venait de l'intérieur de l'appartement. Faible, groggy, mais indubitable. « Papa, c'est toi ?» Le souffle de Dominic s'est coupé dans sa poitrine. « Marco. » Sa voix s'est brisée. « Marco, je suis là. Je suis juste là. » Des pas ont traîné derrière la porte, puis un petit visage est apparu à côté de Lily, les yeux encore lourds de sommeil, des bandages visibles sur son front et son bras. « Papa! » Le visage de Marco s'est crispé. Des larmes ont coulé sur ses joues. « Papa! » Lily a regardé Marco. Elle a regardé la porte. Elle a regardé l'homme de l'autre côté. Puis elle a tendu la main et a déverrouillé le peigne dormant. La chaîne a suivi, et enfin, la porte s'est ouverte. Marco n'a pas attendu. Au moment où la porte s'est ouverte, il s'est projeté en avant comme une petite fusée. Ses pieds nus ont claqué contre le plancher de bois. Ses bras se sont étendus et il s'est écrasé contre la poitrine de son père avec la force de chaque heure terrifiée qu'il avait passée seul. « Papa! Papa! » Dominic est tombé à genoux. Ses bras ont entouré son fils, le serrant contre lui, le tenant si fort que Marco pouvait à peine respirer. Mais Marco s'en fichait. Il a enfoui son visage dans le manteau de son père, inhalant l'odeur familière d'eau de Cologne et de fumée de cigare, l'odeur qui signifiait la sécurité, qui signifiait la maison. « Je te tiens. » La voix de Dominic était épaisse, rauque, rien à voir avec l'acier froid que ces hommes connaissaient. « Je te tiens, mon fils. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » Marco a sangloté. Toute la force qu'il avait conservée tout au long de la nuit s'est finalement effondrée. Les larmes qu'il avait refusé de verser devant Lily coulaient maintenant à flot, trempant la chemise de son père. « J'avais si peur, papa. Ils m'ont mis dans une pièce sombre. Ils ont dit de mauvaises choses. Je ne savais pas si tu me trouverais. Je te trouverais toujours. » Dominic s'est reculé juste assez pour regarder le visage de son fils. Ses mains ont enveloppé les joues de Marco, essuyant les larmes avec ses pouces. « Toujours. Tu comprends? Peu importe où tu es, peu importe ce qui arrive, je viendrai toujours te chercher. » Marco a hoché la tête, sa lèvre inférieure tremblant. Les yeux de Dominic se sont déplacés vers les bandages. Celui sur son front, celui enroulé autour de son bras. Sa mâchoire s'est crispée, un éclair de quelque chose de dangereux traversant ses traits. « Laisse-moi voir, » a-t-il dit doucement. Il a doucement levé le bras de Marco, examinant la blessure sous le pansement. Elle avait été nettoyée correctement, désinfectée, enveloppée avec soin.
Pas le travail d'un professionnel, mais presque. Très proche. Qui a fait ça? A demandé Dominique, sa voix basse. Marco a reniflé et s'est essuyé le nez avec le dos de sa main. Puis il s'est retourné et a pointé du doigt. Lily. C'est elle qui l'a fait. Le regard de Dominique a suivi le doigt de son fils. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte de l'appartement, à moitié cachée dans l'ombre. Elle avait reculé quand Marco était sorti en courant, leur donnant l'espace dont elle savait instinctivement qu'ils avaient besoin. Sa petite silhouette se découpait sur la faible lumière du salon derrière elle. Ses mains étaient jointes devant elle, ses yeux observant tranquillement. Elle semblait encore plus petite que Dominique ne l'avait imaginé. Plus jeune, plus frêle, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait fait ce qu'une douzaine de ces hommes n'avaient pas pu faire. Dominique se leva lentement, tenant toujours la main de Marco. Il fit un pas vers l'entrée de l'appartement. Lily ne broncha pas, elle ne courut pas. Elle resta simplement là, rencontrant son regard avec ses yeux stables et impénétrables. De près, Dominique pouvait la voir plus clairement maintenant. Le pyjama usé, les pieds nus sur le sol froid, les cheveux en désordre qui n'avaient pas été brossés depuis le matin. Elle n'était qu'une enfant. Une petite fille vivant dans un minuscule appartement dans un coin oublié de Brooklyn. Mais elle avait ouvert sa porte à un étranger en sang au milieu de la nuit. Elle avait nettoyé ses blessures, l'avait nourri, l'avait gardé au chaud et l'avait protégé quand personne d'autre ne le pouvait. Dominique avait rencontré des soldats qui n'en auraient pas fait la moitié. Il regarda à nouveau le pansement sur le front de Marco, puis de nouveau Lily. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. « Tu as pris soin de lui ?» Lily hocha la tête une fois. « Oui, monsieur. » Dominique l'étudia un long moment. Son expression changea lentement, comme la glace qui commence à se fissurer sous le soleil de printemps. La froideur restait, mais quelque chose d'autre émergea en dessous. Quelque chose qui aurait pu être du respect. « Petite fille, dit-il, sa voix plus douce maintenant, presque prudente. Qu'as-tu fait exactement pour mon fils ce soir? » Lily prit une petite inspiration et commença à parler. « Il a frappé à la porte, dit-elle. Il était tard. Je faisais mon livre de coloriage. J'ai entendu le bruit et j'ai regardé par le judas. » Dominique écoutait sans l'interrompre. Ses yeux ne quittaient jamais son visage. Il saignait. Il avait l'air vraiment effrayé. Il a dit que quelqu'un le poursuivait et qu'il avait besoin d'aide. Lily fit une pause, comme si elle se souvenait de chaque détail. « Maman me dit toujours de ne pas ouvrir la porte aux inconnus, mais elle me dit aussi que les bonnes personnes aident quand quelqu'un est en difficulté. » Elle jeta un coup d'œil à Marco, qui tenait toujours la main de son père. Alors j'ai ouvert la porte. Il est tombé. Je l'ai tiré à l'intérieur et j'ai tout verrouillé. Puis j'ai pris la trousse de premier secours et j'ai nettoyé ses coupures. Maman est infirmière. Elle m'a appris comment faire. Le regard de Dominique se déplaça vers l'appartement derrière elle. Il s'avança lentement, franchissant le seuil alors que Lily s'écartait pour le laisser entrer. La pièce était petite, plus petite que la salle de bain de son bureau. Les meubles étaient vieux. La peinture sur les murs était écaillée et le tapis avait connu de meilleures décennies. Une seule lampe projetait une lueur jaune et chaude sur tout et le radiateur dans le coin cliquetait doucement en luttant pour éloigner le froid. Mais c'était propre, impeccable, même. Tout à sa place. Les coussins du canapé bien rangés, les livres sur l'étagère parfaitement alignés. Un petit vase avec des fleurs en plastique était posé sur le rebord de la fenêtre. Sur la table de la cuisine, il vit le bol vide de nouilles instantanées. À côté, la trousse de premier secours était ouverte, des boules de coton et des bouteilles d'antiseptique éparpillées autour. Sur le canapé, la couverture à fleurs était encore en boule là où Marco avait dormi. Des preuves, tout cela. La preuve d'une petite fille qui avait accueilli un étranger et s'en était occupée comme de sa famille. « Où est votre mère? » demanda Dominique, se tournant vers Lily. « Elle travaille de nuit à l'hôpital général de Brooklyn, » répondit Lily. « Elle ne rentrera pas avant le matin. Donc tu étais seule toute la nuit? »« Oui, monsieur. »« Et tu n'as pas eu peur d'ouvrir la porte? » Lily réfléchit d'un instant. Sa tête s'inclina légèrement sur le côté. « J'avais un peu peur, admit-elle, mais il avait plus peur que moi et il était blessé. Avoir peur n'est pas une bonne raison de ne pas aider quelqu'un. » Dominique la fixa. 7 ans, seule dans un appartement délabré dans l'un des quartiers les plus difficiles de Brooklyn, et elle avait ouvert sa porte à un enfant en sang au milieu de la nuit, ne sachant pas qui il était
ne sachant pas quel danger pourrait suivre. Elle ne savait pas que Marco était le fils de l'homme le plus puissant de la pègre de New York. Elle ne savait pas qu'ouvrir cette porte aurait pu mettre sa vie en danger. Elle ne savait rien, et elle l'avait aidé quand même. Dominic plongea la main dans son manteau et sortit son portefeuille. Il l'ouvrit et en retira une liasse de billets, des centaines, plus d'argent que cet appartement n'en avait probablement jamais vu. Il la posa sur la table à côté du bol de nouilles vide. « Pour votre peine, dit-il, et pour avoir sauvé mon fils. » Lily regarda l'argent. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement devant la somme. Puis ils se reportèrent sur le visage de Dominic. Elle secoua la tête. « Je n'en veux pas. » Dominic fronça les sourcils. « Pardon? »« Je ne veux pas de l'argent, » répéta Lily. Sa voix était polie mais ferme. « Maman dit que quand on aide quelqu'un, on ne le fait pas pour être payé. On le fait parce que c'est juste. » Elle poussa doucement la liasse de billets vers lui. « Merci, monsieur, mais aider Marco n'était pas une peine. C'était juste la bonne chose à faire. » Dominic ne bougea pas. Sa main resta là où elle était, planant près de la liasse de billets sur la table. Ses yeux restèrent fixés sur la petite fille devant lui, cherchant dans son visage quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Dans son monde, tout le monde voulait quelque chose. Tout le monde avait un prix. Les politiciens, les juges, les rivaux, les alliés, même les amis, surtout les amis. L'argent ouvrait toutes les portes. L'argent achetait la loyauté, le silence et la sécurité. L'argent était la langue que tout le monde parlait. Et cet enfant, cette fille de 7 ans en pyjama usé et aux pieds nus, venait de le repousser comme si cela ne signifiait rien. « Sais-tu combien il y a là? » demanda-t-il lentement. Lily jeta un nouveau coup d'œil à l'argent. Elle n'avait jamais vu autant de billets en un seul endroit. Elle ne savait pas exactement à combien cela s'élevait, mais elle savait que c'était beaucoup. Plus que ce que maman gagnait dans un mois, probablement. Peut-être plus que ce qu'elle gagnait dans un an. Mais cela ne changeait rien. « Je n'ai pas besoin de savoir, » dit-elle simplement. « Ça n'a pas d'importance. » Le front de Dominic se plissa. « Ça n'a pas d'importance? »« Non, monsieur. » Il l'étudia un long moment, cherchant le mensonge, cherchant l'angle, cherchant le jeu auquel elle jouait. Il ne trouva rien. Juste une petite fille aux yeux honnêtes et à la voix stable, debout dans son minuscule appartement à 2 heures du matin, refusant une fortune parce que sa mère lui avait appris que la gentillesse n'était pas à vendre. Derrière lui, Marco observait l'échange avec de grands yeux. Il avait grandi entouré de gens qui feraient n'importe quoi pour l'argent de son père. Des gens qui souriaient, s'inclinaient et disaient tout ce qu'ils pensaient qu'ils voulaient entendre. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Lily. Quelqu'un qui ne voulait rien. Quelqu'un qui donnait tout et ne demandait rien en retour. Il la regardait comme si elle venait d'une autre planète. Dominic ramassa lentement l'argent et le glissa dans son portefeuille. Ses mouvements étaient prudents, délibérés, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. « Si tu ne veux pas d'argent, dit-il doucement, alors que veux-tu? » Lily réfléchit à la question. Son petit visage se plissa de concentration, comme lorsqu'elle résolvait un problème de maths difficile à l'école. Finalement, elle parla. « Je veux que vous rameniez Marco à la maison en toute sécurité. C'est tout. » Dominic sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une fissure dans l'armure qu'il avait passé des décennies à construire. « C'est tout? » répéta-t-il. Lily hocha la tête. Il a eu très peur ce soir. Il a besoin de rentrer chez lui et de dormir dans son propre lit, et peut-être de manger quelque chose de mieux que des nouilles instantanées. Un son s'échappa de la gorge de Dominic. C'était peut-être un rire ou quelque chose de proche. Il se tourna lentement, examinant l'appartement une dernière fois. Ses yeux parcoururent la pièce, voyant des choses qu'il avait manquées auparavant. Une photographie encadrée sur l'étagère, montrant une femme et une petite fille à la plage, toutes deux souriantes. Un certificat sur le mur avec des étoiles dorées et le nom de Lily écrit en lettres soignées. Score parfait. Un dessin d'enfant épinglé sur le réfrigérateur avec un aimant. 2 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune. Un foyer. Petit, pauvre et imparfait, mais rempli de quelque chose que son manoir n'avait jamais tout à fait réussi à contenir. L'amour. Dominic se tourna vers Lily. « Comment t'appelles-tu? » demanda-t-il. Sa voix était plus douce maintenant, presque gentille. La petite fille se redressa, comme sa mère lui avait appris à le faire en rencontrant des adultes. « Lily Chen, monsieur. » Le service de nuit à l'hôpital général de Brooklyn avait été brutal. Mei Chen est sortie des urgences à 4h47 du matin, les pieds endoloris,
le dos raide, sa blouse tachée de choses auxquelles elle ne voulait pas penser. 12 heures de blessures par balle, d'accidents de voiture et d'overdose. 12 heures à tenir des mains, à annoncer de mauvaises nouvelles et à regarder des moniteurs s'éteindre. Elle était épuisée. Chaque muscle de son corps criait au repos. Mais alors qu'elle tournait dans sa rue, l'épuisement a cédé la place à quelque chose de complètement différent. Des VUS noirs bordaient la ruelle étroite. 4 d'entre eux, peut-être 5. Leur moteur était en silencieux, mais des hommes en manteau sombre se tenaient à côté d'eux, observant, attendant. Le genre d'hommes qui n'avaient pas leur place dans ce quartier. Le genre d'hommes qui faisaient disparaître les gens. Le cœur de May s'est arrêté. Lily. Elle s'est mise à courir. Ses baskets usées claquaient contre le trottoir mouillé alors qu'elle sprintait vers le bâtiment 47. Ses poumons brûlaient. Son esprit s'emballait avec toutes les terribles possibilités. Un cambriolage, un vol, quelque chose de pire. Elle a fait irruption par la porte d'entrée et a monté les escaliers 3 par 3. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Ses jambes hurlaient de protestation, mais elle n'a pas ralenti. La porte de l'appartement 3B était ouverte. Le sang de May s'est glacé. Elle a chargé à travers l'embrasure de la porte, les yeux fous, les mains déjà tendues. Lily. La scène qui l'a accueillie n'avait aucun sens. Un grand homme en manteau noir se tenait au milieu de son salon. Derrière lui, un autre homme attendait près de la porte. Sur le canapé, un garçon qu'elle n'avait jamais vu auparavant était assis, enveloppé dans la couverture préférée de Lily. Et là, debout à côté de l'étranger, se trouvait sa fille, indemne, calme, le regardant avec ses grands yeux stables. May s'est élancée et a attrapé Lily, la tirant en arrière, plaçant son propre corps entre son enfant et les étrangers. « Qui êtes-vous » a-t-elle exigé. Sa voix était aussi tranchante que du verre brisé. « Que faites-vous dans ma maison » Dominic s'est tourné lentement pour lui faire face. Il a légèrement levé la main, paume ouverte, un geste destiné à calmer. « Madame Chen, je n'ai pas demandé de geste. J'ai demandé qui vous êtes. » Ses yeux ont balayé la pièce, cataloguant les menaces. L'homme près de la porte, le garçon sur le canapé, la trousse de premier secours ouverte, le bol vide, l'argent qui reposait intact sur la table. Rien n'avait de sens. « Madame, s'il vous plaît. » Le garçon sur le canapé s'est levé lentement. Son visage était pâle. Son bras bandé, mais sa voix était stable. « N'ayez pas peur. C'est mon père. Il est venu me chercher. » Le regard de May s'est fixé sur lui. Elle a vu la blessure sur son front, la manière soignée dont le pansement avait été appliqué. Son œil exercé a reconnu le travail. Le travail de Lily. Elle a baissé les yeux vers sa fille, toujours pressée contre son flanc. « Lily. » Sa voix tremblait. « Qu'est-il arrivé? Qu'as-tu fait? » Lily a levé les yeux vers sa mère. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, aucune culpabilité, juste la certitude tranquille d'une enfant qui savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Il a frappé à la porte. Maman, il était blessé. Il saignait et il a dit que des gens méchants le poursuivaient. Elle a fait une pause. « Je sais que tu m'as dit de ne pas ouvrir la porte aux inconnus, mais tu m'as aussi dit d'autres choses. » La gorge de May s'est serrée. Lily a levé la main et a pris celle de sa mère. Ses petits doigts se sont enroulés autour de ceux de May, chauds et sûrs. « Tu as dit que si quelqu'un a vraiment besoin d'aide, tu l'aides. C'est ce que font les bonnes personnes. » Elle a serré doucement. « Alors je l'ai aidé, maman, juste comme tu me l'as appris. » May a tenu sa fille près d'elle un long moment. Puis elle s'est redressée et a regardé Lily avec une expression entre fierté et peur. « Emmène Marco dans ta chambre, » dit-elle doucement. « Restez-y jusqu'à ce que je vienne vous chercher. » Lily a hésité. Elle a jeté un coup d'œil à Dominic, puis à sa mère. « Maman, c'est bon, il n'est pas Lily. » La voix de May était ferme. « Maintenant. » Lily a hoché lentement la tête. Elle s'est dirigée vers Marco et lui a pris la main. Le geste était naturel et sans effort, comme s'ils se connaissaient depuis des années au lieu de quelques heures. « Viens, dit-elle, je vais te montrer mes livres. » Marco a regardé son père. Dominic a fait un petit signe de tête. « Permission. » Les deux enfants ont disparu dans le court couloir. Une porte s'est refermée derrière eux. Le silence a rempli l'appartement. May se tenait face à Dominic. Elle était plus petite que lui de près de 30 cm, plus mince de la moitié de son poids, ne portant rien d'autre
que des blues, elle, et de l'épuisement. Mais elle n'a pas reculé. Elle n'a pas détourné le regard. Qui êtes-vous? A-t-elle demandé. Et pourquoi votre fils blessé a-t-il atterri à ma porte au milieu de la nuit? Dominique l'a étudié. Dans son monde, les gens lui parlaient rarement directement. Ils l'approchaient par des intermédiaires, par des messages prudents, par des couches de protection et de protocole. Il ne demandait certainement pas de réponse avec le feu dans les yeux. Il a respecté cela. Mon nom est Dominique Rousseau, a-t-il dit. Mon fils a été enlevé hier soir, kidnappé par des hommes qui voulaient me faire du mal à travers lui. L'expression de May n'a pas changé, mais ses mains se sont crispées à ses côtés. Marco s'est échappé, a poursuivi Dominique. Il a couru pendant des heures à travers la ville, saignant, seul, terrifié. Et d'une manière ou d'une autre, il a atterri ici. Il a fait une pause. Votre fille a ouvert la porte alors qu'elle avait toutes les raisons de la garder verrouillée. Elle a nettoyé ses blessures, l'a nourri, l'a gardé en sécurité jusqu'à ce que je puisse le trouver. May a traité l'information rapidement. Kidnappé, échappé, ennemi. Cet homme n'était pas seulement riche, il était autre chose, quelque chose de dangereux. Ses yeux se sont déplacés vers le couloir où les enfants étaient allés. En tant qu'infirmière, elle avait déjà vu des blessures comme celle de Marco. Des coupures qui semblaient superficielles mais qui étaient profondes. Des ecchymoses qui suggéraient un impact, une contrainte de la violence. Ce garçon a besoin d'un hôpital, a-t-elle dit sèchement. La blessure à son bras pourrait être infectée. Il pourrait avoir besoin de pointes de suture, un vaccin antitétanique au minimum. Dominique a secoué la tête. Pas d'hôpitaux. Il pourrait tomber gravement malade et il pourrait mourir gravement si je l'emmène dans un lieu public en ce moment. La voix de Dominique s'est durcie. Les gens qui l'ont enlevé sont toujours là. Ils ont des yeux partout. Hôpitaux, postes de police, cliniques. Jusqu'à ce que je les trouve et que j'élimine la menace, mon fils reste caché. May a senti un frisson lui parcourir l'échine. Éliminer. Il a utilisé ce mot comme d'autres personnes utilisent réparer ou résoudre. Elle n'était pas dupe. Elle avait grandi pauvre dans un quartier difficile. Elle reconnaissait les signes, les voitures noires, les hommes armés, le langage prudent qui disait tout sans rien dire du tout. Cet homme était dangereux, puissant. Le genre de personne dont les gens intelligents se tiennent loin. Et pourtant, il se tenait dans son salon, son fils jouant avec sa fille dans la pièce voisine. Alors, a dit lentement May, ma fille a sauvé la vie de votre fils. Elle l'a fait entrer dans notre maison, et maintenant vos ennemis connaissent cette adresse. Dominique ne l'a pas nié. J'ai des hommes dehors, a-t-il dit. Ils surveilleront l'immeuble. Personne ne... Ce n'est pas ce que j'ai demandé. May s'est avancé. Un pas, petit mais délibéré. Ses yeux se sont fixés sur les siens. J'ai demandé ce que vous allez faire pour ma famille. Nous étions invisibles avant ce soir. Personne ne nous connaissait. Personne ne s'en souciait. Sa voix a baissé. Maintenant, nous sommes liés à la guerre que vous menez. Alors dites-moi, Monsieur Rousseau. Elle a soutenu son regard sans broncher. Que comptez-vous faire de nous exactement? Dominique n'a pas répondu immédiatement. La question flottait dans l'air entre eux, lourde et tranchante. Il avait fait face à des interrogatoires d'agents fédéraux, à des négociations avec des patrons rivaux, à des menaces d'hommes qui tueraient sans ciller. Aucun d'eux ne l'avait fait hésiter comme cette infirmière épuisée en blouse sale venait de le faire. Il se tourna légèrement, son regard dérivant vers le couloir. À travers l'entrebâillement de la porte, il pouvait voir dans la chambre de Lily. Les deux enfants étaient assis par terre, entourés de livres d'images et d'animaux en peluche. Lily tenait un exemplaire usé de quelque chose avec une couverture vive, pointant les pages, expliquant quelque chose avec des gestes animés. Marco écoutait, la tête penchée, un petit sourire sur le visage. Pour la première fois depuis des heures, son fils ressemblait de nouveau à un enfant, pas une victime, pas une cible, juste un garçon assis avec une amie, oubliant un instant que le monde extérieur était sombre et dangereux. Dominique sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une fissure dans le mur qu'il avait construit autour de lui il y a des années. « Votre fille a sauvé la vie de mon fils », dit-il doucement. Sa voix avait changé. Le ton froid était toujours là, mais quelque chose de plus doux vivait en dessous maintenant. « Dans mon monde, Madame Chen, ce n'est pas une petite chose. C'est la plus grande dette qu'un homme puisse avoir. » May fronça les sourcils. « Votre monde? »
Dominique se tourna pour lui faire face. Le monde dans lequel je vis fonctionne selon des règles différentes des vôtres. Les dettes sont payées, la loyauté est récompensée, et ceux qui nous aident sont protégés. Il plongea la main dans son manteau. May se tendit, mais il ne sortit qu'une carte de visite. Blanche, unie, sans nom, juste un numéro de téléphone. Je veux laisser des hommes ici, dit-il, devant votre immeuble, pour veiller sur vous et votre fille jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Vous ne les verrez pas. Vous ne les entendrez pas. Mais ils seront là. May fixa la carte mais ne la prit pas. Nous n'avons pas besoin de protection, dit-elle fermement. Nous n'avons pas besoin de vos hommes, de votre argent ou de vos faveurs. Nous avons juste besoin qu'on nous laisse tranquilles. Elle fit un geste autour du petit appartement. C'est notre vie, Monsieur Rousseau. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la nôtre. Nous avons très bien survécu sans des gens comme vous, et nous continuerons à survivre après votre départ. Dominique hocha lentement la tête. Il comprenait sa fierté. Il la respectait même, mais le respect ne la garderait pas en sécurité. Les hommes qui ont pris mon fils, dit-il prudemment, ne sont pas des criminels ordinaires. Ils sont organisés, patients, impitoyables. Il fit une pause. Et minutieux. La mâchoire de May se crispa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont enquêter. Ils vont retracer les mouvements de Marco. Ils vont découvrir où il est allé après s'être échappé, qui l'a aidé, qui l'a vu. La voix de Dominique baissa encore. Et quand ils découvriront que votre fille a ouvert cette porte, ils viendront ici. Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme. May sentit la couleur quitter son visage. Ses mains tremblèrent légèrement à ses côtés. « Pourquoi? » murmura-t-elle. « Nous ne sommes personne. Nous n'avons rien à voir avec votre guerre. » Dominique la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié ou du regret. Ça ne leur importe pas. Ce qui importe, c'est l'effet de levier. Ce qui importe, c'est d'envoyer un message. Il s'approcha, baissant la voix. « Vous avez aidé mon fils. À leurs yeux, cela fait de vous mon allié, et dans leur monde, les alliés sont des cibles. » May secoua la tête. « Non, vous avez tort. Il ne... » Madame Chen. La voix de Dominique était calme mais absolue. « Je suis dans cette vie depuis 20 ans. Je sais comment ces hommes pensent. Je sais ce qu'ils font. » Il tendit à nouveau la carte. « Vous ne comprenez pas, dit-il doucement. Quand ils découvriront ce qui s'est passé ici ce soir, ils viendront. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ils viendront. À des kilomètres de là, dans un sous-sol sous un entrepôt abandonné du Queens, une conversation d'un autre genre avait lieu. La pièce était froide, mur en béton, sol en béton, une seule ampoule suspendue au plafond. De l'eau goûtait quelque part dans l'obscurité, un rythme régulier qui marquait les secondes qui passaient comme un battement de cœur. Victor Volkov était assis dans un fauteuil en cuir au centre de la pièce. C'était un homme imposant, large et épais, avec des cheveux argentés coupés ras et des yeux bleus pâles qui ne contenaient aucune chaleur. Une cicatrice courait de sa tempe gauche à sa mâchoire, un souvenir d'une guerre qu'il avait menée et gagnée des décennies auparavant. Il tenait un verre de vodka dans une main, faisant lentement tourner le liquide en écoutant. Devant lui se tenait un de ces hommes, jeune, nerveux, transpirant malgré le froid. « Le garçon s'est échappé, » dit l'homme, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Nous ne savons pas comment. » Une des fenêtres. Il a dû se faufiler pendant le changement de garde. Victor ne dit rien. Il prit une lente gorgée de vodka. « Rousseau l'a trouvé, » continua l'homme, « il y a 3 heures. Ces hommes ont ratissé la moitié de Brooklyn avant de retrouver le garçon. » Pourtant, Victor resta silencieux. Les mains du jeune homme tremblaient à ses côtés. Puis, de manière inattendue, Victor sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire d'un loup regardant un lapin tomber dans un piège. « Où le garçon a-t-il couru? » demanda Victor. Sa voix était douce, presque gentille, ce qui la rendait pire. Un immeuble d'appartement à Brooklyn, numéro 47 sur Miller Street, 3e étage. Qui y habite? L'homme déglutit difficilement. Une femme asiatique travaille comme infirmière à l'hôpital local, veuve, à une jeune fille de 7 ans. Le sourire de Victor s'élargit. Il posa son verre avec un léger cliquetis. « Intéressant, murmura-t-il. Alors, quelqu'un a aidé le garçon. Un étranger, un moins que rien. » Il se pencha en arrière dans son fauteuil, se caressant le menton d'un air songeur.
Le fils de Dominique Rousseau courant dans les rues, saignant et effrayé, et il se retrouve à la porte d'une pauvre famille d'immigrants. Il gloussa doucement. La vie a le sens de l'humour. Le jeune homme ne rit pas. Il était trop occupé à essayer de ne pas vomir de peur. Victor agita la main d'un air dédaigneux. Surveillez-les, la femme et la fille. Ne les touchez pas encore. Je veux tout savoir. Où elles vont, à qui elles parlent, ce qu'elles mangent au petit déjeuner, tout. Oui, monsieur. L'homme se tourna pour partir, mais une voix venue de l'ombre l'arrêta. Attente, une femme s'avança, grande, élégante, vêtue d'un manteau noir qui épousait sa silhouette. Ses cheveux étaient d'un rouge foncé, tombant en vagues sur ses épaules. Ses lèvres étaient peintes en cramoisi et ses yeux brillaient d'un éclat froid et calculateur. Serena Blake. Elle se déplaçait comme de la fumée, silencieuse et dangereuse, traversant la pièce jusqu'à ce qu'elle se tienne à côté du fauteuil de Victor. Ses talons claquaient contre le béton, chaque pas délibéré. « J'ai des nouvelles, dit-elle. Sa voix était douce comme de la soie. Quelque chose que tu voudras entendre. Victor la regarda avec amusement. « Raconte, ma chère. » Serena sourit. C'était un sourire qui pouvait couper du verre. Dominique est allé lui-même à cet appartement, pas seulement ses hommes, lui. Elle fit une pause pour l'effet. Il y est resté plus d'une heure, à parler à la femme, à regarder les enfants. Les sourcils de Victor se haussèrent légèrement. Lui-même, un long silence suivit. Puis Victor rit, un son bas et grondant qui résonna contre les murs de béton. Eh bien, dit-il doucement. Il semble que Dominique Rousseau se soit trouvé un point faible. Il reprit sa vodka et la leva légèrement, comme pour porter un toast. Comme c'est touchant. Serena se pencha plus près. « Que veux-tu que je fasse? » Victor prit une longue et lente gorgée. « Rien pour l'instant, dit-il. Laissons-le se sentir à l'aise. Laissons-le penser qu'il est en sécurité. » Ses yeux pâles brillaient dans la pénombre. « Puis nous prendrons tout ce qu'il aime, une pièce à la fois. » Serena Blake n'avait pas toujours été une traîtresse. Il fut un temps pas si lointain où elle croyait pouvoir tout avoir, le pouvoir, la position, l'homme. Elle avait rencontré Dominique lors d'un gala de charité 3 ans plus tôt, un événement où les criminels en smoking faisaient semblant de se soucier des orphelins. Elle avait porté une robe rouge ce soir-là et Dominique l'avait remarqué. Ils ont commencé à se voir, des dîners dans des restaurants exclusifs, des week-ends dans son penthouse, des cadeaux qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 1 an. Serena avait pensé qu'elle était spéciale. Elle avait pensé qu'elle était différente des autres. Elle avait tort. Dominique ne l'a jamais laissé rencontrer Marco. Pas une seule fois, pas même un aperçu. Le garçon est hors limite, avait-il dit, sa voix froide et définitive. Il ne fait pas partie de ça. Elle avait souri et hoché la tête, faisant semblant de comprendre, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Elle réalisa alors ce qu'elle était vraiment pour lui. Pas une partenaire, pas une future femme, juste une commodité, une belle distraction pour réchauffer son lit quand les nuits devenaient longues. Elle voulait plus. Elle méritait plus. Et Victor Volkov lui avait promis exactement cela. Le vieux Russe l'avait approché 6 mois auparavant lors d'une autre fête remplie de champagne et de mensonges. Il avait été charmant d'une manière dangereuse, lui parlant comme à une égale plutôt qu'à un accessoire. Dominique utilise les gens, avait dit Victor, ses yeux pâles voyant à travers elle. Il ne te donnera jamais ce que tu veux. Mais moi, je peux. Et que veux-tu en retour? Avait-elle demandé. Victor avait souri de son sourire de loup. Des informations, rien de plus. Dis-moi ce qu'il fait, où il va, qui il rencontre. Aide-moi à trouver ses faiblesses. Serena n'avait hésité qu'un instant. Puis elle avait dit oui. Maintenant, elle se tenait dans le sous-sol de Victor, le regardant savourer sa vodka, sentant le poids de ses choix peser sur ses épaules. « Dis-moi en plus, dit Victor en posant son verre, sur cette famille qu'il a visitée. » Serena se rapprocha, ses talons claquant sur le sol. Une infirmière et sa fille. Personne d'important. La fille a trouvé Marco après qu'il se soit échappé et l'a recueilli, a nettoyé ses blessures, l'a nourri, l'a gardé en sécurité. Victor hocha lentement la tête. Et la réaction de Dominique, c'est la partie intéressante. Les lèvres de Serena se courbèrent en un sourire entendu. Il y est resté plus d'1 heure, il a parlé à la mère.
Il a regardé les enfants jouer. Elle fit une pause. Je ne l'ai jamais vu comme ça avant. Il avait l'air presque doux. Victor se pencha en avant, ses yeux brillants d'un intérêt prédateur. Doux, il a essayé de leur donner de l'argent. La fille a refusé. Serena secoua la tête avec incrédulité. Un enfant refusant l'argent de Dominic Rousseau. Et au lieu d'être en colère, il était impressionné, fasciné même. Victor se caressa la mâchoire cicatrisée d'un air pensif. Alors, le grand Dominic Rousseau a développé un attachement pour une famille pauvre de Brooklyn. De toute chose, il semble que oui. Un petit rire gronda de la poitrine de Victor. Comme c'est sentimental, comme c'est merveilleusement stupide. Il se leva de sa chaise, dominant Serena malgré ses talons. Son ombre s'étira sur le sol en béton comme une chose vivante. Les attachements sont des faiblesses, dit-il doucement, et les faiblesses peuvent être exploitées. Serena le regarda attentivement. Que veux-tu que je fasse? Victor se dirigea lentement vers le mur du fond, où une carte de New York était accrochée, couverte d'épingles et de marques. Son doigt traça un chemin de Manhattan à Brooklyn, s'arrêtant sur un petit point rouge. Rien, dit-il pour l'instant. Serena fronça les sourcils. Rien? Victor se tourna vers elle, ses yeux pâles froids et patients. Nous attendons. Nous observons. Nous laissons Dominic croire qu'il les a protégés. Laissons-le se sentir à l'aise. Laissons-le leur rendre visite encore et encore jusqu'à ce que cette petite famille devienne aussi importante pour lui que son propre sang. Il sourit et la température de la pièce sembla chuter. Et puis, quand il s'y attendra le moins, nous les prendrons. Une semaine passa. Mais rentra de son service le mardi matin pour trouver le radiateur en état de marche. Vraiment en état de marche. Pour la première fois en 3 hivers, de l'air chaud circulait régulièrement dans l'appartement, chassant le froid glacial qui s'était infiltré dans les murs depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Elle resta devant pendant 1 minute entière, sentant la chaleur sur son visage, ne croyant pas tout à fait que c'était réel. Le lendemain, un plombier arriva. Il répara les tuyaux qui fuyaient sous l'évier de la cuisine, remplaça le robinet rouillé et partit sans demander de paiement. Quand May essaya de l'arrêter, il secoua simplement la tête et dit « C'est déjà réglé, madame. » Le jeudi, les fenêtres avaient été recellées. Plus de courant d'air, plus de feuilles de plastique scotchées sur les cadres, juste une chaleur solide et silencieuse qui remplissait chaque coin du petit appartement. May savait qui était responsable. Elle n'était point stupide, mais l'hiver était brutal cette année-là et Lily toussait depuis des semaines. La fierté était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre quand la santé de sa fille était en jeu. Alors, elle ne dit rien. Elle accepta les réparations sans commentaire, même si quelque chose en elle se hérissait de la dette qu'elle accumulait. Puis les colis ont commencé à arriver. Une boîte de livres est apparue sur leur seuil. Des livres d'images, des résumés des romans pour enfants, même une petite encyclopédie des animaux qui fit pousser des cris de joie à Lily. Pas d'adresse de retour, pas de mots, juste une simple boîte en carton avec son nom dessus. Le jour suivant apporta des fournitures scolaires, des crayons, des cahiers, des crayons de couleur et des couleurs que Lily n'avait jamais vues auparavant. Un sac à dos pour remplacer celui usé qu'elle portait depuis la maternelle. « Maman, regarde !» Lily brandit un ensemble de peintures à l'aquarelle, ses yeux brillants. Ce sont les plus chères, celles du magasin d'art. May sourit, bien que son cœur soit lourd. « Elles sont magnifiques, ma chérie. » Elle n'eut pas besoin de demander d'où elles venaient. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, un téléphone sonnait chaque soir à exactement 19 heures. Lily courait pour répondre, sachant déjà qui était à l'autre bout du fil. « Salut Marco. »« Salut Lily. » Leur conversation durait de 10 minutes à 1 heure, selon ce qu'ils avaient à se raconter. Ils parlaient de l'école, de livres, des dessins animés qu'ils avaient regardés. Marco lui parlait de l'immense jardin derrière sa maison. Lily lui parlait du chat errant qui vivait dans la ruelle derrière son immeuble. Ils riaient. Ils se disputaient pour des bêtises. Ils faisaient des plans pour se revoir. May écoutait depuis la cuisine, s'émerveillant de la rapidité avec laquelle les enfants pouvaient nouer des liens. Une seule nuit de crise avait forgé une amitié plus forte que des années de connaissances occasionnelles. Dominic n'a jamais appelé l'appartement lui-même. Il n'est jamais venu. Mais chaque matin, un rapport atterrissait sur son bureau. Bruno le livrait personnellement, un dossier en manille contenant des mises à jour sur la famille Chen, leur routine, leurs déplacements,
toute menace potentielle dans la région. Dominic lisait chaque mot. La fille est allée à l'école à 7h45. Aucun incident. La mère a fait un double service. Aucun contact inhabituel. Des informations sèches, factuelles, rien de remarquable. Mais Dominic l'étudiait comme les Écritures. Ces hommes l'ont remarqué. Ils échangeaient des regards quand ils pensaient qu'ils ne regardaient pas. En 15 ans de service, aucun d'eux n'avait jamais vu Dominic Rousseau s'intéresser personnellement à quelqu'un en dehors de sa famille immédiate. Bruno a finalement trouvé le courage de demander. « Patron, dit-il prudemment, cette famille, les Chen, sont-ils importants? » Dominic ne répondit pas immédiatement. Il regardait une photographie attachée au rapport, une photo d'école de Lily, souriant à l'appareil photo avec un trou là où sa dent de devant était tombée. 7 ans, petite et mince, et totalement banale selon toutes les mesures que son monde utilisait. Et pourtant, cet enfant, Dominic dit doucement, presque pour lui-même, est différente. Bruno attendit plus d'explications. Aucune ne vint. Dominic ferma le dossier et le plaça soigneusement dans le tiroir de son bureau. « Doublez la surveillance sur leur pâté de maison, ordonna-t-il. Je veux savoir si quelqu'un regarde ne serait-ce que de travers ce bâtiment. » L'invitation est arrivée un samedi matin. Marco demandait depuis des jours, suppliant, vraiment. Il voulait que Lily voie sa maison, sa chambre, ses jouets. Il voulait lui montrer le jardin, la piscine et la salle de cinéma au sous-sol. « S'il te plaît, papa, » avait-il dit en tirant sur la manche de Dominic pendant le petit déjeuner. « C'est ma meilleure amie. Je veux qu'elle vienne. » Dominic avait regardé son fils. « Meilleure amie. » 2 mots qui signifiaient tout pour un enfant et rien pour le monde dans lequel il opérait. Il avait voulu dire non. Amener la fille Chen chez lui signifiait l'exposer davantage à sa réalité, l'entraîner plus profondément dans une vie dont elle n'avait rien à faire. Mais les yeux de Marco étaient brillants et pleins d'espoir, comme ils l'étaient avant l'enlèvement, et avant que la peur ne leur vole quelque chose. « D'accord, » avait dit Dominic. « Elle peut venir, mais avait été plus difficile à convaincre. Je ne connais pas ces gens, avait-elle dit, les bras croisés, debout dans sa petite cuisine. Je ne sais pas où ils vivent ni ce qu'ils font. Maman, s'il te plaît. » Lily l'avait regardé avec ses grands yeux sincères. « Marco est mon ami. Il est seul. Sa maison est très grande, mais il dit qu'elle semble vide. » Quelque chose dans ces mots avait fait craquer la résistance de May. Vide. Elle savait ce que cela signifiait. « D'accord, » avait-elle dit à contre-cœur, « mais tu m'appelles toutes les heures, et si quelque chose ne va pas, tu rentres immédiatement. » La voiture noire est arrivée à midi. Lily est montée prudemment, son petit sac à dos serré sur ses genoux. Elle n'était jamais montée dans une voiture aussi belle. Les sièges étaient en cuir, les vitres étaient teintées. Elle sentait même cher. 30 minutes plus tard, ils sont franchis des grilles en fer et se sont engagés sur une longue allée bordée d'arbres. Les yeux de Lily se sont écarquillés. La maison se dressait devant elle comme quelque chose d'un conte de fées. 3 étages de pierre blanche et de fenêtres étincelantes. Des colonnes encadraient l'entrée. Une fontaine clapotait doucement dans l'allée circulaire. Des jardins s'étendaient dans toutes les directions, parfaitement entretenus, recouverts d'une fine couche de neige de février. « C'est ta maison? » chuchota Lily. Marco hocha la tête, mais il n'avait pas l'air fier. Il avait l'air incertain. « Ouais, viens, je vais te faire visiter. » L'intérieur était encore plus impressionnant. Sols en marbre, lustres en cristal, des peintures sur les murs qui coûtaient probablement plus que ce que May gagnait en une décennie. Lily marchait lentement, ayant peur de toucher quoi que ce soit, peur de respirer trop fort. « C'est si grand, » dit-elle doucement. « Ouais, mais... » Elle fit une pause, écoutant. La maison était silencieuse. Pas de voix, pas de musique, pas de rire. Juste le doux tic-tac d'une horloge grand-père quelque part dans un couloir. C'est si calme. Marco haussa les épaules. C'est toujours calme. Il la conduisit de pièce en pièce, un salon avec des meubles sur lesquels personne ne semblait jamais s'asseoir. Une salle à manger avec une table pouvant accueillir 20 personnes. Une cuisine plus grande que tout l'appartement de Lily. Finalement, ils atteignirent sa salle de jeu. Lily s'arrêta sur le seuil, stupéfaite. Des étagères bordaient à chaque mur, remplies de jouets, de figurines, de jeux de société, de voitures télécommandées, de jeux de construction. Une télévision massive était accrochée à un mur. Une console de jeu se trouvait en dessous, avec des piles de jeux à côté.
plus de jouets qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Ouah, souffla-t-elle. Marco entra et s'assit sur le tapis, entouré de tout ce qu'un enfant pouvait désirer. Tu peux jouer avec n'importe quoi, dit-il, ce que tu veux. Lily entra lentement. Elle regarda les jouets, puis Marco. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux étaient ternes. Marco, dit-elle prudemment, tu as tellement de choses, plus que quiconque que je connaisse. Elle s'assit en face de lui. Alors, pourquoi as-tu l'air triste? Marco ne répondit pas tout de suite. Il prit une petite voiture et la fit rouler distraitement sur le tapis. Parce que personne ne joue avec moi, dit-il doucement. Papa est toujours occupé. Les femmes de ménage ne me parlent pas. J'ai tout ça, mais... Il s'interrompit. Lily le regarda un long moment. Puis elle parla, sa voix douce mais certaine. Ma maison est très petite. Nous n'avons pas beaucoup de jouets. Parfois, le chauffage ne marche pas et nous devons porter des poules supplémentaires. Elle fit une pause. Mais maman est toujours là. Tous les soirs, elle me lit une histoire. Tous les matins, elle me prépare le petit déjeuner. Même quand elle est fatiguée, elle s'assoit avec moi. Marco la regarda. Lily sourit doucement. Peut-être que grand n'est pas la même chose que bien. Du couloir caché dans l'ombre, Dominique se tenait parfaitement immobile. Il avait tout entendu. Dominique sortit de l'ombre. Les enfants levèrent les yeux en le voyant entrer dans la salle de jeu. L'expression de Marco passa de la surprise à l'incertitude, comme toujours lorsque son père apparaissait à l'improviste. Il ne savait jamais quelle humeur suivrait, mais le visage de Dominique était différent aujourd'hui, plus doux en quelque sorte, moins sur ses gardes. « Il se fait tard, dit-il, et si nous dînions ensemble? » Marco cligna des yeux. « Ensemble? Comme nous tous? » « Oui. » Dominique jeta un coup d'œil à Lily, « si votre ami souhaite rester. » Lily sourit vivement. « J'aimerais beaucoup, Monsieur Rousseau. » 20 minutes plus tard, ils étaient tous les trois assis à l'énorme table de la salle à manger. La pièce aurait pu accueillir un banquet pour 50 invités. Des verres en cristal captaient la lumière des lustres au-dessus. Des couverts en argent brillaient sur des assiettes en porcelaine blanche, mais ce soir, seules 3 chaises étaient occupées. Le chef avait préparé quelque chose de simple à la demande de Dominique. Des pâtes à la sauce tomate, du pain à l'ail, une salade que ni l'un ni l'autre des enfants ne toucha, rien d'élaboré, rien d'intimidant. Et pour la première fois depuis plus longtemps que Dominique ne pouvait s'en souvenir, la salle à manger était remplie de sons. Lily parlait de son école, de ses professeurs, du chat errant qu'elle avait nommé Moustache, même si sa mère disait qu'il ne pouvait pas le garder. Elle parlait de ses livres préférés, de ses dessins, du rêve qu'elle avait fait la semaine dernière de survoler la ville. Elle parlait à Dominique de la même manière qu'elle parlait à tout le monde, sans peur, sans calcul, sans la distance prudente que tout le monde dans son monde maintenait. Marco regardait avec étonnement. Il n'avait jamais vu personne parler à son père aussi librement. Les serviteurs chuchotaient, les associés choisissaient leurs mots comme s'ils marchaient dans un champ de mine. Même Bruno, qui connaissait Dominique depuis 15 ans, mesurait chaque phrase. Mais Lily parlait, tout simplement. « Monsieur Rousseau, dit-elle entre 2 bouchées de pâte, puis-je vous demander quelque chose? » Dominique posa sa fourchette. « Bien sûr. Pourquoi ne dînez-vous pas avec Marco? » La question tomba comme une pierre dans une eau calme. Marco se figea, ses yeux se dirigeant vers son père. La main de Dominique se resserra légèrement sur sa serviette. « Je dîne, dit-il prudemment, mais pas avec Marco. » Lily pencha la tête, réellement curieuse. Il m'a dit qu'il mangeait généralement seul ou avec la gouvernante. Elle fit une pause. « N'aimez-vous pas manger ensemble? » Dominique ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit immédiatement. Pourquoi ne mangeait-il pas avec son fils? Les réponses vinrent rapidement. Réunion, appel, affaires qui ne pouvaient pas attendre, ennemis à surveiller, un empire qui exigeait une attention constante. Mais en regardant Marco, en le regardant vraiment, il vit quelque chose qu'il avait été trop occupé pour remarquer. La solitude. La même solitude qui était là depuis des mois, peut-être des années, cachée derrière des jouets et des jeux, et tout ce que l'argent pouvait acheter. « J'ai été occupé, » dit lentement Dominique. Les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Lily hocha la tête d'un air pensif. « Ma mère est occupée aussi. Elle travaille très dur à l'hôpital. Parfois, elle rentre si fatiguée qu'elle peut à peine marcher. Elle enroula des pâtes autour de sa fourchette, mais elle mange toujours avec moi.
tous les jours. Elle dit que c'est là que nous parlons de choses importantes. Lily haussa les épaules. Elle dit qu'être ensemble est plus important qu'être occupé. Le silence remplit la pièce. Marco fixait son assiette, ayant peur de lever les yeux, peur d'espérer. Dominic était assis parfaitement immobile. Un homme qui avait bâti un empire, qui commandait des armées d'hommes, qui avait affronté la mort plus de fois qu'il ne pouvait en compter, et il venait de recevoir une leçon d'une fille de 7 ans. Il se tourna vers Marco. La tête de son fils était toujours baissée, mais Dominic pouvait voir ses petites mains agripper le bord de la table. Marco. Le garçon leva lentement les yeux. Son regard était sur ses gardes, préparé à la déception. À partir de demain, dit doucement Dominic, je prendrai le petit déjeuner avec toi tous les matins. Les yeux de Marco s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment? Même quand tu es occupé? Dominic tendit la main sur la table et posa sa main sur celle de son fils. Surtout quand je suis occupé. Le visage de Marco s'illumina d'un sourire, un vrai sourire, le genre que Dominic n'avait pas vu depuis bien trop longtemps. De l'autre côté de la table, Lily sourit et prit une autre bouchée de pâte. Certaines leçons ne nécessitaient ni manuel ni professeur. Certaines leçons venaient de petits appartements, de nouilles instantanées et de mères qui travaillaient de nuit, mais ne manquaient jamais le dîner. Et parfois, les hommes les plus puissants du monde avaient besoin d'un enfant pour leur rappeler ce qui comptait vraiment. 2 semaines de paix, 2 semaines de petits déjeuners partagés entre père et fils, 2 semaines d'appels téléphoniques remplis de rires, 2 semaines d'une petite fille croyant que le monde était bon, gentil et sûr. 2 semaines, c'est tout ce qu'ils ont eu. L'après-midi était gris et froid, le genre de journée de février qui fait marcher les gens plus vite et garder la tête baissée. Lily a quitté l'école à 3h15, son sac à dos rebondissant sur ses épaules, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Elle a suivi le même chemin que d'habitude, descendant Madison Street, passant devant la bodega avec le chat orange à la fenêtre, traversant la ruelle qui raccourcissait son trajet de 2 pâtés de maison. Maman dormirait après son service de nuit, mais elle avait laissé une collation sur le comptoir et un mot avec un cœur dessiné en bas. Lily pensait à ce cœur quand elle a remarqué la voiture. Noire, élégante, garée au bout de la ruelle où aucune voiture ne se garait jamais. Elle a ralenti le pas. 2 hommes se tenaient d'à côté. Ils portaient des manteaux sombres et la regardaient avec des yeux qui ne clignaient pas. Quelque chose de froid a grimpé le long de la colonne vertébrale de Lily. Pas l'air de l'hiver. Autre chose, quelque chose de plus profond. Elle s'est souvenue des mots de Marco de cette première nuit. Des hommes méchants. Ils m'ont attrapé. Lily s'est retournée et a commencé à marcher dans l'autre sens, plus vite maintenant, ses petites jambes pompant, son sac à dos cognant contre son dos. Derrière elle, elle a entendu des pas, rapides, lourds, se rapprochant. Elle s'est mise à courir. « Au secours !» a-t-elle crié. « Quelqu'un, aidez-moi !» Mais la ruelle était vide. Les fenêtres au-dessus étaient sombres. Personne n'a entendu. Personne n'est venu. Une main s'est plaquée sur sa bouche. Un bras s'est enroulé autour de sa taille, la soulevant du sol comme si elle ne pesait rien du tout. Lily a donné des coups de pied. Elle s'est débattue. Elle a essayé de mordre la main qui couvrait son visage, mais les hommes étaient trop forts, trop rapides. Ils l'ont poussée à l'arrière de la voiture. La porte a claqué. Le moteur a vrombi et juste comme ça, elle avait disparu. À 30 pieds de là, derrière une benne à ordures, l'homme que Dominic avait chargé de surveiller Lily gisait immobile sur le sol. Du sang s'accumulait sous sa tête. Ses yeux ne fixaient rien. Il ne les avait même pas vus venir. May dormait quand son téléphone a sonné. Elle l'a cherché à tâtons, encore à moitié perdue dans des rêves épuisés. L'écran affichait un numéro inconnu. Elle a failli l'ignorer, mais quelque chose l'a poussée à répondre. « Allô ?» Une voix masculine, avec un accent froide comme le vent de février. « Madame Chen, votre fille est avec nous maintenant. » May s'est redressée si vite que la pièce a tourné. « Quoi? Qui est-ce? Où est Lily? Elle est en sécurité pour l'instant. » Une pause. Le fait qu'elle reste en sécurité dépend entièrement de ce qui se passera ensuite. « S'il vous plaît. » La voix de May s'est brisée. Des larmes ont coulé sur ses joues. « S'il vous plaît, ce n'est qu'une petite fille. Elle n'a rien fait. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Transmettez un message à Dominic Rousseau. Dites-lui que Victor Volkov lui envoie ses salutations. Dites-lui que s'il veut revoir cet enfant vivante,
Il fera exactement ce qui lui est demandé. La ligne s'est coupée. May est restée figée, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Tout son corps tremblait. Son esprit criait 1000 pensées à la fois. Mais une seule a percé clairement. Dominic. Elle a cherché dans ses contacts, ses doigts tremblant si fort qu'elle pouvait à peine taper sur l'écran. La carte de visite qu'il avait laissée. Elle avait enregistré le numéro, mais ne l'avait jamais utilisé. Jusqu'à maintenant. Le téléphone a sonné une fois, deux fois, puis sa voix, vive et alerte. Qui est-ce? Monsieur Rousseau. May pouvait à peine parler à travers ses sanglots. Ils l'ont prise. Ils ont pris ma fille. Quelqu'un nommé Victor. Il a dit de vous dire. Elle a entendu le souffle de Dominic s'arrêter. Quand il a parlé à nouveau, sa voix avait changé. Toute la chaleur qu'elle avait entrevue au cours des dernières semaines avait disparu. Ce qui restait était quelque chose d'ancien et de terrible, quelque chose qui avait bâti un empire sur le sang et la peur. Victor, le nom est sorti comme une condamnation à mort. Restez où vous êtes, a dit Dominic, sa voix tranchant à travers sa panique comme une lame. N'appelez personne d'autre, ne parlez à personne. J'arrive. La ligne s'est coupée et quelque part de l'autre côté de la ville, dans un bureau de penthouse, Dominic Rousseau se tenait immobile, son téléphone écrasé dans sa main. Il l'avait prise. Ils avaient pris Lily, et pour cela, Victor Volkov paierait avec tout ce qu'il avait. Dominic s'est déchaîné comme une tempête. Moins d'une heure après l'appel de May, chaque soldat sous son commandement avait été activé. Les voitures remplissaient les rues. Des hommes armés prenaient une position à travers la ville. Les lignes téléphoniques brûlaient d'ordres, de menaces et de promesses de violence. Personne n'avait jamais vu Dominic comme ça. Pas quand des rivaux contestaient son territoire. Pas quand le FBI venait frapper à sa porte. Pas même quand Marco avait été enlevé. C'était différent. C'était personnel d'une manière qui transcendait le sang. Bruno l'a approché dans le penthouse, le visage sombre. « Patron, on a une piste. » Serena a appelé. Elle dit qu'elle a entendu les hommes de Victor parler. Ils retiennent la fille à l'ancienne usine textile de Red Hook. Dominic ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller dans l'obscurité. « Serena, t'as dit ça? » « Oui, patron. » Elle avait l'air effrayée. Elle a dit qu'elle voulait aider. La mâchoire de Dominic se crispa. Bien sûr qu'elle voulait. Il soupçonnait Serena depuis des mois. De petites choses. Une question posée trop nonchalamment. Des informations qui fuitaient à des moments opportuns. La façon dont Victor semblait toujours avoir une longueur d'avance. Il l'avait laissé rester proche, lui donnant juste assez de vérité pour la rendre utile, attendant le moment où elle se révélerait complètement. Ce moment était venu. « C'est un piège, » dit doucement Dominic. Bruno fronça les sourcils. « Tu penses qu'elle ment? Je sais qu'elle ment. » Dominic se détourna enfin de la fenêtre. Ses yeux étaient froids, vides, les yeux d'un homme qui avait fait la paix avec ce qu'il s'apprêtait à faire. « Victor veut que j'entre dans cette usine. Il aura des hommes qui attendent, une embuscade. Alors qu'est-ce qu'on fait? » Dominic sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. On lui donne ce qu'il veut. Et pendant qu'il regarde la porte d'entrée, on entre par la porte de derrière. L'usine textile était exactement comme Serena l'avait décrite. Abandonnée, sombre, entourée par les hommes de Victor qui essayaient de paraître invisibles dans l'ombre. Mais Victor avait fait une erreur. Il avait sous-estimé la portée de Dominic. Il ne connaissait pas le réseau de tunnels sous Red Hook, construit pendant la Prohibition et oublié de tous, sauf de ceux qui dirigeaient la pègre de la ville. Les hommes de Dominic ont émergé d'en bas comme des fantômes. La bataille fut rapide et brutale. Des coupes de feu ont résonné dans les couloirs vides. Des corps sont tombés. Le piège de Victor s'est effondré sur lui avant même qu'il ne réalise ce qui se passait. Au fond de l'usine, dans une pièce sans fenêtre et avec une seule ampoule vacillante, Lily était assise sur un sol en béton froid. Ses mains étaient liées devant elle. Sa bouche était couverte de rubans adhésifs. Son petit corps tremblait, mais ses yeux étaient secs. Elle était terrifiée, plus effrayée qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie, mais elle ne pleurait pas. Elle entendait sans cesse la voix de sa mère dans sa tête, les mots que May avait prononcés tant de fois auparavant. « Si jamais tu as peur, ma chérie, souviens-toi de respirer. Paniquer n'aide pas. Reste calme, réfléchis. Attends que l'aide arrive. » Alors Lily a respiré, lentement et régulièrement, inspirant et expirant.
Elle a pensé à sa mère, à Marco, à l'appartement chaleureux, aux nouilles instantanées et à la couverture à fleurs qui sentait la maison. Elle a attendu, puis elle l'a entendu. Des coups de feu, distants au début, puis plus proches. Des cris, des bruits de pas précipités, les sons du chaos qui se rapprochaient. La porte s'est ouverte en grand. La lumière a inondé la pièce, si vive que Lily a dû plisser les yeux. Une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte, grande et sombre contre l'éblouissement. Dominic, il respirait fort. Il y avait du sang sur sa chemise, bien que Lily ne puisse pas se dire si c'était le sien. Son visage était figé en traits durs, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il la trouve. La froideur a fondu instantanément. Il a traversé la pièce en 3 enjambées et s'est agenouillé à côté d'elle. Ses mains, assez fermes pour appuyer sur une gâchette sans broncher, tremblaient en retirant le ruban adhésif de sa bouche et en détachant ses poignets. Lily, sa voix s'est brisée. Es-tu blessée? T'ont-ils touché? Lily secoua la tête. Sa lèvre tremblait, mais elle se tenait bien. J'avais peur, mais je me suis souvenu de ce que maman a dit. Je n'ai pas paniqué. Quelque chose s'est brisé dans l'expression de Dominic. Fierté, soulagement et culpabilité, tout s'est emmêlé. Il l'a prise dans ses bras, la soulevant du sol, la tenant contre sa poitrine comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je suis désolé », a-t-il murmuré dans ses cheveux. « Je suis tellement désolé, Lily. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Les petites brasses de Lily se sont enroulées autour de son cou. Elle a enfoui son visage dans son épaule. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle doucement. Marco a dit que son père le trouve toujours. Je l'ai cru. Dominic ferma les yeux, et pour la première fois en 20 ans, une larme coula sur sa joue. Viktor Volkov n'a pas survécu à la nuit. Son empire s'est effondré en quelques heures. Ses hommes se sont dispersés comme des rats fuyant un navire en perdition. L'entrepôt qui lui avait servi de forteresse est devenu sa tombe. Et la ville qu'il avait tenté de conquérir a oublié son nom avant le lever du soleil. Serena Blake a été retrouvée cachée dans une salle de stockage, ses vêtements de marque tachés de peur et de regret. Elle a imploré la pitié, promis des informations, juré qu'elle avait été forcée à la trahison. Dominic n'a rien écouté de tout cela. Elle a été emmenée pour faire face à la justice dans le seul tribunal qui comptait dans son monde, un tribunal sans juge, sans appel et sans seconde chance. Mais ce n'était pas la fin qui importait. La fin qui importait s'est produite dans un petit appartement de Brooklyn où une mère tenait sa fille et refusait de la lâcher. May attendait à la porte lorsque la voiture de Dominic s'est arrêtée. Elle avait descendu les escaliers pieds nus. Son cœur battait la chamade, ses prières exaucées, au moment où elle a vu Lily dans les bras de Dominic. « Ma chérie, mon bébé. » Elle avait serré Lily contre elle, des larmes coulant sur son visage. Tout son corps tremblait de soulagement. « Tu es en sécurité. Tu vas bien. Maman est là. » Lily avait pleuré alors. Finalement, toute la peur qu'elle avait gardée à l'intérieur s'est déversée dans l'étreinte de sa mère. Elles sont restées ainsi longtemps. Maintenant, une heure plus tard, Dominic se tenait devant la porte de l'appartement. Il avait porté Lily dans les escaliers, regardé May l'envelopper de couverture et de soupe chaude, s'assurant que l'enfant était vraiment en sécurité. Mais il n'est pas entré. May est sortie dans le couloir, fermant doucement la porte derrière elle. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais son regard était stable. « Je sais qui vous êtes maintenant, » dit-elle doucement. « J'ai lu les nouvelles, j'ai posé des questions. » Elle fit une pause. Dominic Rousseau, l'homme qu'on appelle le roi de New York. Dominic ne dit rien. Il était inutile de nier. « Est-ce que ça veut dire que vous voulez que je reste à l'écart? » demanda-t-il. May resta silencieuse un long moment. À travers les murs minces, il pouvait entendre la voix de Lily à l'intérieur, parlant à Marco au téléphone, riant déjà de quelque chose. « Ma fille, dit lentement May, vous considère comme de la famille. Elle parle de vous comme si vous étiez un oncle qu'elle n'a jamais eu. Marco est son meilleur ami. Ces dernières semaines, je l'ai vue plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis la mort de son père. » L'expression de Dominic vacilla, quelque chose de vulnérable passa dans ses yeux. « Mais, continua May, sa voix ferme, la famille ne se construit pas sur l'argent, le pouvoir ou la protection. La famille se construit sur la présence, sur le fait d'être là, de se montrer quand c'est important, et de rester même quand c'est difficile. » Elle le regarda droit dans les yeux.
Si vous voulez faire partie de nos vies, Monsieur Rousseau, alors soyez présent. Pas par des gardes du corps, des cadeaux et des réparations, mais par le temps, l'attention, le soin. Dominique regarda au-delà d'elle. À travers l'entrebâillement de la porte à l'intérieur, Lily était assise sur le canapé, le téléphone collé à son oreille, son visage rayonnant de joie en parlant à Marco. Deux enfants de deux mondes complètement différents, connectés par une seule nuit de courage et de gentillesse. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Un an plus tard, les VUS noirs ne venaient plus à Miller Street. Les gardes du corps ne se cachaient plus dans l'ombre. Le quartier avait retrouvé son rythme calme et ordinaire. Mais chaque dimanche, sans faute, une seule voiture s'arrêtait devant le bâtiment 47. Dominique Rousseau en sortait seul. Pas d'entourage, pas d'armes, juste un homme dans un simple manteau portant un sac de course qu'il avait lui-même choisi. Il montait les escaliers jusqu'à l'appartement 3B. Il frappait à la porte et Lily l'ouvrait avec un sourire qui pouvait illuminer la pièce la plus sombre. « Monsieur Dominique, vous êtes venu. Je viens toujours, disait-il. J'ai promis. » À l'intérieur, May mettait la table. Rien d'extraordinaire. Du riz, des légumes, peut-être de la soupe s'il faisait froid, de la nourriture simple, préparée avec amour. Marco serait déjà là, assis par terre avec Lily, jouant à des jeux, dessinant ou se disputant pour savoir quel dessin animé était le meilleur. Et Dominique s'asseyait à cette petite table dans ce minuscule appartement, mangeant une nourriture qui coûtait moins cher que les entrées de ses restaurants habituels, et il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans son penthouse, ses salles de conseil ou son empire. Il se sentait chez lui. L'homme le plus puissant de New York avait appris une leçon qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Le pouvoir ne venait pas des armes, de la peur ou du contrôle. Le vrai pouvoir venait de l'amour, de la connexion, du courage d'ouvrir une porte quand quelqu'un avait besoin d'aide. Une fille de 7 ans lui avait appris cela et il ne l'oublierait jamais. Cette histoire nous rappelle que la gentillesse n'a pas de prix et que la compassion ne connaît pas de frontières sociales. Lily n'avait rien d'autre qu'un cœur chaleureux et le courage d'aider un étranger. Pourtant, son simple acte d'ouvrir cette porte a changé la vie de tous ceux qui l'a touché, y compris un homme qui pensait avoir tout compris. Dans un monde qui mesure souvent la valeur par la richesse et le statut, cette histoire nous enseigne que ce qui compte vraiment, c'est la présence. Être là pour quelqu'un, se montrer quand ça compte. Choisir l'amour plutôt que la peur. Parfois, les plus petites mains peuvent déplacer les plus grandes montagnes, et parfois, les personnes les plus puissantes du monde ont besoin d'un enfant pour leur rappeler ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire comme celle-ci. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà vécu un moment où un petit acte de gentillesse a tout changé? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux et vos histoires nous inspirent à créer plus de contenu qui parle au cœur. Merci d'avoir regardé. Merci de faire partie de cette communauté. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous toujours avoir le courage d'ouvrir votre porte quand quelqu'un a besoin d'aide. Au revoir pour l'instant et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.